Bonsoir, docteur Foy, et merci de nous recevoir dans le cadre de ces échanges du laboratoire Philosophe et Savant. C'est moi qui vous remercie pour l'insigne que vous me faites en m'invitant. Merci beaucoup. Le chaos, un mot chargé de sens, souvent associé au désordre, à l'imprévisible, voire à la perte de contrôle. Pourtant, derrière cette apparente confusion, le chaos est aussi un objet d'étude rigoureux. Un phénomène structuré qui intrigue aussi bien les scientifiques que les philosophes. De la théorie du chaos en physique aux réflexions métaphysiques sur le désordre du monde, le concept traverse les disciplines et soulève des questions fondamentales. La première de ces questions, quand on parle de chaos, docteur, de quoi parle-t-on exactement? Quelle est la définition que vous retenez et comment ce concept s'est-il construit historiquement? Merci. Je pense que la première des choses qu'on devrait faire quand on parle du chaos, c'est redéfinir les balises conceptuelles. Parce que généralement, quand on parle du chaos, on voit un désordre absolu. Ça, c'est la conception vulgaire du chaos. Pourtant, c'est une notion scientifique qui est juste récupérée par les autres, dans les autres domaines de la vie. Alors, le chaos, d'après les auteurs sérieux qui nous en parlent, on peut citer Christian Chuang. Il nous précise que le chaos, ce n'est pas le désordre qu'on croirait. Le chaos, c'est l'ordre et le désordre. Donc, ça veut dire que quand on parle de chaos, il y a en arrière-fond un aspect d'ordre. Sauf que cet ordre s'appréhende dans une sorte de finesse et de subtilité. Oui, mais apparemment, le chaos est conçu par le vulgaire comme quelque chose d'absurde, quelque chose d'absolument désordonné. Alors, pour revenir à son histoire, disons que le chaos a des origines très lointaines. Voilà, je pourrais les situer avec les atomistes classiques, notamment un auteur comme Épicure. Épicure, c'est un auteur qui avait de l'avance sur son temps. Il vit dans un monde déterministe où la science, à partir des lois, peut prédire exactement les résultats des phénomènes. Mais Épicure se pose un certain nombre de questions. Il se dit, mais si la vie était déterminée de façon légaliste, n'est-ce pas? Pourquoi se fait-il que les atomes réussissent à se mettre ensemble pour former des corps? Ça veut dire que l'existence ne doit pas être conçue de façon si linéaire comme le croit. Alors, Épicure va introduire ce qu'on a appelé le clinamen en philosophie. Le clinamen, c'est donc une déviation arbitraire des atomes qui créent donc des liens, des chocs, n'est-ce pas, entre eux, et ceux-ci parviennent à former des corps. C'est l'ancêtre du chaos, mais le chaos lui-même sera proprement découvert par Pierre-Henri Poincaré, quand il va découvrir ce qu'on a appelé donc le théorème à trois corps. C'est-à-dire, le chaos sera donc conçu désormais comme une situation où un système est composé de trois corps. À partir de trois corps, le système devient absolument désordonné. On ne peut plus prédire avec exactitude l'avenir d'un pareil système. Donc, le système à trois corps est donc appelé un système non intégrable, n'est-ce pas, qui n'ancre dans aucune intégrabilité. Alors, un pareil système est un système désordonné, mais qui se comporte selon les lois scientifiques. Mais ces lois scientifiques sont tellement entremêlées que l'homme n'arrive plus à les contrôler. Alors, on parle de chaos, c'est-à-dire un désordre dans l'ordre. Alors, c'est quand Henri Poincaré découvre du chaos, on appelle ça le chaos déterministe.
Vous voyez, le concept est chargé de sens. C'est un chaos déterministe. Cela m'amène à vous poser une autre question. Comment le chaos a-t-il trouvé sa place dans les sciences modernes? Peut-on dire que son introduction a bouleversé certaines visions traditionnelles du monde des scientifiques? Absolument. Alors, la science moderne va faire une récupération de cette nouvelle découverte à travers, je dirais, deux aspects. D'abord, la mécanique quantique et la thermodynamique. La mécanique quantique va introduire, à partir du chaos, je dirais, deux principes équivalents ou alors deux principes similaires. Il y a le principe d'indétermination, n'est-ce pas, qui est développé par Heisenberg, et le principe d'incertitude par Niels Bohr. Alors, le principe d'indétermination, lui, il dit simplement que on ne doit plus étudier la physique quantique, on ne doit pas étudier la physique quantique avec les catégories de la physique macroscopique. C'est-à-dire la physique macroscopique, c'est une physique qui étudie la dynamique des trajectoires individuelles, tandis que la mécanique quantique va étudier les paquets d'ondes. Et quand on parle d'un paquet d'ondes, c'est un ensemble de trajectoires possibles. Alors, Heisenberg va emprunter un instrument mathématique qu'on appelle un opérateur. Et l'opérateur permet donc de calculer plusieurs trajectoires d'ensemble, n'est-ce pas? Et ce qu'on va découvrir, Heisenberg va découvrir, c'est que dans la physique quantique, ces opérateurs sont non commutatifs. Non commutatifs, ça veut dire que les observables, n'est-ce pas, vitesse, position, sont des observables qui ne peuvent pas, qui sont incompatibles, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en physique quantique, les opérateurs sont tels que si tu connais l'un, tu ne peux pas connaître l'autre. Donc, c'est au choix. Soit on connaît la position, soit on connaît la vitesse. Et dans la même perspective, Niels Bohr va introduire le principe d'incertitude. Alors, à ce niveau, nous devons comprendre qu'il y a une mutation dans les sciences physiques où elles vont se servir de la démarche philosophique maintenant pour interpréter le réel, n'est-ce pas? Donc la physique va adopter la méthode philosophique en interprétant désormais la réalité. C'est ce qui se faisait donc dans l'école physique de Copenhague. C'est l'école de l'interprétation du réel physique. Merci. Quel lien donc peut-on faire entre le chaos scientifique, la réflexion philosophique et notre expérience quotidienne? Est-ce que ce concept nous aide à mieux comprendre notre réalité, voire l'accepter? Oui, il y a un rapport. Ce rapport culmine dans le fait que la science va perdre sa prédictibilité, n'est-ce pas? Dans la physique, dans la science classique, il y avait un principe de prédictibilité que la science va perdre, n'est-ce pas? Le réel sera désormais indéterministe. Indéterministe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science ne cesse pas d'évoluer dans les lois, mais ces lois ne sont plus contrôlables. Il y a ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. Donc, l'environnement scientifique devient tellement sensible que les lois ne peuvent plus rien produire. Voilà, c'est ce que Jacques Monod appelle hasard essentiel. Donc, on a l'impression que la science a adopté le hasard. Or, la science par nature rejette le hasard. La science est l'explication des phénomènes. Mais ce n'est pas un hasard pur, mais c'est un hasard essentiel qui est un ensemble de déterminismes qui ne permet pas de connaître exactement l'avenir que nous réserve la réalité. Alors, ce que nous allons
désormais avoir comme vision philosophique, c'est la fin des certitudes. C'est-à-dire, la philosophie va donc poser que la certitude n'est plus une catégorie philosophique. La philosophie va désormais envisager le réel dans une sorte d'incertitude. Et ça nous rejoint au quotidien. C'est-à-dire que le réel devient donc un réel du relatif ou encore une relativité du réel. Merci, docteur, pour votre disponibilité. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Campus Africa TV, 8 Art Intelligentsia Television.